Vous êtes au cœur de la nuit 8 FM. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera pour vous faire découvrir les moments les plus passionnants de la rédaction. Et nous débutons avec cette première découverte. Vous le savez peut-être, lorsque vous écoutez votre radio, que vous regardez une émission de télé, les animateurs ou encore les producteurs de programmes sont soumis à certaines règles, des règles inscrites dans la loi, et c'est à ce qu'on appelait auparavant le CSA, de s'assurer qu'elles sont bien respectées. Le CSA qui depuis le 1er janvier a fusionné avec l'Hadopi. L'Hadopi que vous connaissez peut-être, et pour ça on ne vous dit pas bravo si vous téléchargez des films illégalement sur Internet. C'est elle qui était chargée de vous envoyer un rappel à l'ordre ou une amende. Depuis cette fusion, il faut donc dire Arcom. Alors pourquoi les deux autorités ont-elles fusionné et qu'est-ce que ça change exactement? Nous avons posé la question au président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre. Alors on est dans un paysage audiovisuel qui se transforme énormément avec de nouveaux acteurs et notamment tous les acteurs du numérique. Et donc il a paru nécessaire d'adapter le régulateur du paysage audiovisuel qui était le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour qu'il épouse son temps. Et donc le législateur a organisé la fusion du CSA avec Hadopi. Hadopi étant en charge de la lutte contre le piratage pour créer au 1er janvier de cette année l'Arcom, qui est donc un grand régulateur qui s'assure à la fois du bon fonctionnement du paysage audiovisuel classique, les radios, les télévisions telles qu'on les connaît, et qui s'occupe de plus en plus des grands acteurs du numérique, les réseaux sociaux, mais aussi les plateformes de vidéo par abonnement, puisque maintenant ce sont des acteurs Netflix, Disney+, Amazon Prime, qui font partie aussi de notre périmètre. Donc voilà, c'est un grand régulateur qui s'est modernisé pour épouser son époque, j'allais dire, son temps, et prendre en compte les transformations du paysage audiovisuel qui sont très fortes. Le président de l'Arcom qui est désigné par le président de la République, tandis que les 8 autres conseillers et conseillères sont désignés, eux, par l'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil d'État ou encore la Cour de cassation. Des conseillers qui sont devenus évidemment plus nombreux depuis que le CSA est devenu l'Arcom. L'institution s'est renforcée. C'est une institution qui est pilotée par un collège composé de 9 membres désignés par 5 autorités différentes. Donc c'est une autorité indépendante. Toutes ces décisions sont des décisions collégiales. C'est une grosse autorité puisqu'elle a maintenant 355 collaborateurs. On a une présence dans chacune des régions de France, donc en métropole et outre-mer. Ce qui nous permet d'être en contact avec tous les acteurs, notamment les radios, puisqu'on a la chance en France d'avoir un réseau radiophonique d'une très grande densité. L'Arcom a donc plusieurs missions. S'assurer du bon fonctionnement des médias sur Internet, les plateformes de streaming, sur les écrans et sur les ondes radio, qu'il n'y ait pas par exemple de fausses informations véhiculées, ou encore que les œuvres comme les films et les musiques soient protégées. Par exemple qu'elles ne soient pas téléchargées illégalement, ou encore que les chaînes de télévision diffusent bien des productions françaises. L'Arcom aide aussi les médias à se développer. C'est le cas pour les radio avec le DAB+, une autre façon en plus de la FM d'écouter la radio, plus moderne, puisqu'elle se fait par voie numérique grâce à un poste dédié. Chez nous, on est plutôt gâtés. Grâce à la radio, on peut se réveiller en musique, on peut avoir les infos au petit déjeuner et sur le chemin du boulot, on peut entendre les dernières infos trafic. Tout cela n'est pas prêt de changer. En revanche, ce qui change, c'est la technologie pour écouter la radio. Car tout comme la télévision et la photo sont passés au digital, la radio fait aussi sa transition numérique. Aujourd'hui, vous passez déjà près d'un 1/5 de votre temps à écouter la radio en numérique, sur votre ordinateur, votre téléviseur ou via une app sur smartphone ou tablette. Mais tout cela a un coût, car vous devez aussi payer une connexion Internet ou la télédistribution. La solution, c'est d'écouter la radio en DAB+, un signal audio numérique diffusé par voie hertzienne. Ce successeur digital de la FM offre la meilleure qualité sonore, gratuitement et où que vous soyez dans notre région. L'Arcom développe le DAB+, partout en France et attribue aussi les fréquences aux radios. Notre objectif, c'est de couvrir grosso modo 50% de la population au premier semestre 2023. On a franchi de grandes étapes. La France était en retard pour le déploiement de cette technologie. Il faut rappeler peut-être aux auditeurs, c'est un mode de diffusion de la radio qui apporte à la fois une qualité de son supérieure, un son numérique, qui donne en mobilité, quand on roule par exemple sur une autoroute, plus de confort puisqu'on ne perd pas le signal, la fréquence ne se met pas à grésiller, le signal suit automatiquement, et qui permet aussi de donner à l'auditeur des informations. Les postes de radio maintenant généralement ont des écrans, donc on peut voir la pochette du disque qu'on est en train d'entendre, le nom de l'animateur qui est en train de s'exprimer ou de la personne qui est interviewée. La France était assez en retard, donc là on a mis un grand coup d'accélérateur, et donc l'année prochaine environ 50% de la population sera touchée, donc toutes les grandes agglomérations, les grands axes routiers, et progressivement on va compléter la carte de France pour que l'ensemble de la France soit couverte. D'ores et déjà, quand vous achetez une voiture,
depuis 2 ans maintenant, les voitures sont équipées d'autoradios qui permettent d'écouter en DAB+. Donc voilà, sur les grosses agglomérations, il y a déjà beaucoup de radios qui émettent en DAB. Il est aussi possible d'acheter aujourd'hui un poste de radio DAB+. Ils sont en vente dans tous les magasins d'électroménager. Est difficile en revanche de savoir pour l'instant si le DAB+ a bien pris en France. C'est encore difficile de le savoir parce que on n'a pas encore d'instrument de mesure de l'audience en DAB+. C'est un sujet sur lequel l'entreprise qui est spécialisée en la matière, qui s'appelle Médiamétrie, est en train de travailler. Mais on sent qu'il y a un mouvement qui se développe. Les radios se sont regroupées au sein d'une association et vont lancer prochainement des campagnes de communication pour commencer à expliquer aux Français ce qu'est le DAB+. Parce que souvent, on écoute du DAB sans le savoir. L'objectif du DAB+, c'est aussi d'assurer un avenir plus serein à la radio, qui peut aujourd'hui faire face à certaines difficultés, comme une baisse d'audience ou encore une baisse des recettes publicitaires. La radio a toujours été articulée avec les techniques contemporaines de son temps. La FM, à un moment, était le modèle de référence, elle l'est encore très largement. Le DAB est le modèle d'avenir, donc c'est un peu une nouvelle frontière. Et pour assurer le développement de la radio, qui est aujourd'hui confrontée à des difficultés qu'il ne faut pas négliger, elle a des contraintes publicitaires, puisque le marché de la publicité est fortement concurrencé par les grands acteurs du numérique, Google, Facebook, pour ne pas les nommer. Donc la recette publicitaire du monde de la radio baisse, et donc c'est une contrainte pour les acteurs. L'audience aussi a un peu tendance à vieillir, et donc c'est important que la radio épouse les techniques de son temps pour aller chercher les publics là où ils sont, et travaille aussi sur les bons formats. Je pense au podcast par exemple, qui se développe et qui permet maintenant d'entendre la radio sur le support de son choix et à son horaire de prédilection, si je puis dire. Donc voilà, c'est des évolutions très importantes. Et vous ne le savez peut-être pas, mais la radio doit aussi se soumettre à certaines règles en matière de musique qu'elle diffuse. C'est ce qu'on appelle les quotas. Chaque radio doit obligatoirement diffuser un certain pourcentage de chansons françaises et de nouveaux talents français. C'est une contrainte importante pour le secteur qui a une raison d'être, bien évidemment, qui est de défendre l'exception culturelle française à laquelle on est attaché, de défendre la création française et en l'occurrence la chanson française. Donc c'est une politique qui est fixée par la loi. Donc on n'a pas de liberté de manœuvre, c'est le législateur qui l'a souhaité. On a quand même quelques paramètres sur lesquels on peut jouer, et donc on a beaucoup concerté ces derniers mois avec les radios, avec la filière musicale, la SACEM, le syndicat de l'émission phonographique, pour essayer de voir les paramètres sur lesquels on pouvait assouplir un petit peu les règles pour donner un petit peu plus de latitude aux radios. Donc c'est ce qu'on a fait avec une nouvelle délibération qu'on a adoptée cette année, qui rentre en vigueur. Voilà, qui donnera aux radios un petit peu plus de latitude et un petit peu plus de facilité pour réaliser leurs obligations. Depuis l'année dernière, les radios peuvent réaliser ces quotas sur un trimestre et non plus sur un mois. L'autre mission de l'Arcom, c'est aussi de protéger les publics sensibles, comme les enfants, qu'il n'y ait pas par exemple de scènes obscènes ou choquantes aux heures de grande écoute, tout en garantissant la liberté d'expression. Mais la mission ne s'arrête pas là. Notre institution, elle est là au service des Français fondamentalement. On régule, on s'assure du bon fonctionnement de ce paysage audiovisuel, de telle sorte qu'il respecte le cadre légal. On ne peut pas tout montrer à la télévision, on ne peut pas tout dire à la radio, on ne peut pas inciter à la haine, on ne peut pas tenir des propos racistes ou antisémites, inciter à la violence. Et bien évidemment, la protection de la jeunesse fait partie des éléments auxquels la loi prête une grande attention et nous confie comme mission d'y être attentif. Et donc la protection des mineurs vis-à-vis des écrans, bien on le fait de plusieurs façons. D'abord, il y a une forte sensibilisation par des campagnes de communication sur les petits-enfants, avec une campagne qui recommande de ne pas exposer les enfants avant 3 ans aux écrans. Il y a des campagnes de signalétique également, qu'on connaît bien sur les programmes, avec un petit pictogramme qui apparaît dans les écrans de télévision, qui est une recommandation sur les catégories d'âge. Donc on a une action dans un tout autre domaine qui est en cours pour assurer une plus grande protection des mineurs à l'égard de l'accès aux sites pornographiques, puisque la loi interdit d'exposer des mineurs à des contenus pornographiques. Donc on a une action en direction de ces sites pour qu'ils mettent en place des dispositifs permettant de s'assurer que les personnes qui se connectent sont
infractions majeures. Donc, vous voyez, c'est un axe d'action qui est important pour nous parce que voilà, la loi fixe cette ambition générale d'assurer une protection des jeunes publics par rapport au programme audiovisuel. Et puis sur Internet, de la même façon, sur les grands acteurs d'Internet, les réseaux sociaux, eh bien, on déploie maintenant de nouvelles actions pour mieux lutter contre les fausses informations, la manipulation de l'information, mieux lutter contre la haine en ligne. Et dernier volet que j'évoque rapidement, c'est l'éducation aux médias. Parce que ce qui est très important, c'est bien sûr d'avoir des règles, d'avoir un gendarme pour faire respecter ces règles, ce que nous sommes les gardiens de ces règles, mais ce qu'il faut, c'est aussi éduquer et que très jeune, on apprenne à bien utiliser les écrans, à bien s'informer, à avoir l'esprit critique suffisant pour savoir apprécier ce qui est une information juste, une information qui est fausse. Et donc ce volet-là aussi, ce volet pédagogique fait partie de nos actions. Après la télé et la radio, l'Arcom doit donc aussi maintenant faire en sorte que les règles soient bien respectées sur les réseaux sociaux. C'est tout un nouveau champ de la régulation. La régulation du monde audiovisuel est ancienne, elle a plus de 40 ans d'histoire maintenant, et bon, grosso modo, il y a toujours des sujets, mais grosso modo, la télévision et la radio marchent bien. On est parfois amené à intervenir, parfois à prononcer des sanctions quand il y a des dérapages qui se commettent, mais grosso modo, c'est des médias qui fonctionnent bien parce qu'ils sont régulés. Les réseaux sociaux, on est au début de l'histoire. Et on va franchir en Europe une étape importante puisque l'actuelle Commission européenne donc a porté un texte qui vient d'être rendu public, un nouveau règlement européen qui s'appelle le DSA, qui va imposer aux grands acteurs de l'Internet des responsabilités particulières pour lutter contre les contenus illicites sur les réseaux sociaux. Donc ils seront obligés, par la mise en œuvre de ce règlement, de déployer des ressources d'intelligence artificielle ou de modération humaine pour lutter contre ces contenus. Ils seront sous le contrôle de la Commission européenne qui pourra prononcer des sanctions s'ils ne se conforment pas à ces obligations, avec des mécanismes d'audit également qui permettra de s'assurer qu'ils déploient bien ces moyens. Donc on se dote de nouveaux outils et le continent européen est de ce point de vue-là à la pointe. On est au début de l'histoire. C'était une étape essentielle de fixer ce cadre. Maintenant, il va falloir le faire vivre. Et dans ce cadre-là, comme je le disais tout à l'heure, le volet éducatif est important. C'est pas parce que on est derrière un pseudonyme qu'on ne doit pas adopter un comportement tout simplement citoyen sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont un vecteur de communication, c'est un élément utile dans nos vies quotidiennes, de partage d'informations, d'échanges, de dialogue. Il ne faut pas que ce soit un espace de haine, de violence, et donc il faut que cet espace arrive à se polisser. Et c'est ça l'ambition. Et pour la télévision, l'Arcom a lancé une nouvelle campagne autour des signalétiques. Vous savez, ces petits moins de 10 ans, moins de 12 ans, moins de 16 ans, moins de 18 ans à poser à l'écran pour avertir les parents et protéger les enfants d'images ou de sujets qui pourraient les choquer. Alors on peut se poser la question, comment l'Arcom décide quel programme sera conseillé ou non aux moins de 10 ans, moins de 12 ou encore moins de 16? C'est les éditeurs des chaînes de télévision qui sont bien évidemment responsables de leur programme. Ils ont une liberté éditoriale. La loi est très claire là-dessus. On est dans un univers où la communication est libre. Mais il faut, comme je le disais, qu'ils respectent un certain nombre de principes. Donc c'est eux qui opèrent cette classification. Et si on estime qu'elle pose problème, qu'elle ne respecte pas... je prends un exemple simple que tout le monde comprendra pour les films. Les films font l'objet d'une classification. Quand un film sort au cinéma, il fait l'objet d'une classification par l'intermédiaire d'une commission qui est placée auprès du ministre de la Culture et qui décide qu'un film est interdit aux moins de 16 ans ou aux moins de 18 ans, le cas échéant. Cette réglementation va se transposer quand ce film sera diffusé à la télévision. Et donc nous, on veille à ce que cette règle soit bien respectée. Voilà, il en va de même pour les autres types de programmes. Il y a des catégories de programmes sur lesquels on est amené à délibérer et à prendre des positions nous-mêmes. Je prends un exemple récent, nouveau, qui est une discipline sportive qui est maintenant qui a un nouveau développement, qui est le MMA, qui est une discipline assez violente qui relève de la Fédération française de boxe. On a pris comme parti de considérer que, compte tenu de la nature de ce sport, il valait mieux ne pas exposer des enfants de moins de 16 ans. Et donc ça oblige les éditeurs à diffuser ces programmes à une heure plus tardive, à un moment où on peut penser que les enfants ne sont plus devant les écrans. Et ces nouvelles campagnes de sensibilisation réalisées avec des jeunes sont à découvrir sur le site internet de l'Arcom. Vous êtes au cœur de la nuit et on repart en musique sur 8FM. Chaque nuit,
c'est l'opportunité de passer un moment ensemble. Vous et moi, une intelligence artificielle. Sur 8FM, on vous fait découvrir le meilleur de nos reportages. Mike du compte Instagram, les secrets Disney sur TikTok. Alors le problème, je vais te dire ce que c'est. C'est que je sais pas comment on va faire pour te libérer avant la fin de la journée. Ah, il y a trop de choses à dire sur Disneyland Paris. 50 000 questions sur Disneyland Paris. Je commence à avoir l'habitude. Je suis trop content de te recevoir. Il y a plus de 220 000 personnes qui te suivent sur TikTok pour savoir un petit peu tous les secrets du parc Disneyland Paris, les bons plans, les astuces, les nouveautés. Je sais qu'il y a notamment le parc sur la Reine des Neiges qui va pas tarder à ouvrir. Ouais. Il y a l'Avengers Campus qui vient d'ouvrir, lui, les bons plans pour aller à Disney pour pas trop cher. Tiens d'ailleurs, comment ça se fait? Comment tu t'as eu envie de te lancer sur TikTok? En fait, l'ancien travail que j'avais, je travaillais dans une boutique déjà, mais j'avais on va dire une option. J'étais guide dans le parc. Et on a eu le confinement, un petit moment de off, on va pas se mentir, c'était très très long. Et je me suis dit, j'ai l'habitude de me balader avec les gens dans le parc, de leur expliquer comment ça marche, les attractions, les histoires, tout ça. Et je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose qui peut partager la passion que j'ai de base. Et surtout donner un côté accessible à tout le monde. Parce qu'en fait, le souci que je trouvais des vidéos à l'époque de tout ce qui était Disney, tout ça, c'est que c'était trop complexe. Et je me suis dit, je veux toucher une majorité de personnes qui n'y vont pas forcément tous les jours et qui ne sont pas ultra fans de Disney et parler plus simplement avec les gens. Voilà. Moi, j'y suis allé plusieurs fois à Disneyland Paris. Maud, je sais pas combien de fois tu y as été. Oh, 3-4 fois aussi, ouais. Je pensais connaître pas mal de choses sur le parc, déjà, vraiment. J'avais pas mal de petites astuces et ça. Mais alors, sur ton compte Instagram, j'ai appris vraiment des trucs de fou, machin. les secrets qu'il y a dans la tour de la terreur, la petite fille qui peut te parler, c'est un truc de fou. Tu bosses chez Disney depuis 2015, ça va faire donc 7 ans, bientôt, au mois de mai, il me semble. Au mois de mai, ouais. Moi, tu bosses chez Disney, j'ai envie de bosser chez Disney, comment ça se passe? Comment on se fait embaucher à Disneyland Paris? Eh ben, écoute, déjà, il faut aller sur le site Disneyland Careers. En fait, t'as My Disney Careers, tu vas dessus, tu peux postuler directement. Alors, quelquefois, ils font des sessions, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais quelquefois, ils font des sessions de recrutement dans des villes bien particulières. Ils te proposent, par exemple, une session à Paris ou à l'étranger, possiblement. Là, tu fais un entretien. Alors, moi, à l'époque où je suis passé, c'était en binôme. Je sais pas si c'est encore comme ça maintenant, mais à l'époque, on passait ensemble. Et t'as une petite session, on te pose des questions un peu comme dans tous les entretiens. Est-ce que c'est obligatoire de parler plusieurs langues? C'est pas obligatoire, mais vivement recommandé. Ça dépend. Ouais, ça dépend. En fait, ça dépend quel boulot tu fais. Si tu travailles, on va dire en backstage, où tu n'as pas forcément besoin de communiquer avec un métier où t'as pas besoin de parler plusieurs langues, ça peut passer. Après, c'est pas obligatoire de travailler on stage et de parler plusieurs langues, mais c'est quand même fortement recommandé, on va dire. Et est-ce que c'est obligatoire d'aimer Mickey, du coup? Moi, c'est mon boss, je l'aime bien. C'est mon pote. Il est sympa. Je voulais qu'on revienne là-dessus, tiens. Disney, c'est souvent très cher. On va pas se mentir, ça coûte quand même assez cher pour prendre sa place. Encore plus quand tu veux y aller en famille. Ouais. C'est quoi, toi, tes bons plans pour payer son entrée moins cher à Disney, manger avec un petit budget là-bas, sur place? Alors, en fait, t'as plusieurs possibilités. Ce qui est, sur le site de Disney, tu peux regarder les différents tarifs proposés. Par exemple, au billet un jour un parc, tu peux trouver le prix. Et t'as des codes couleurs. Le vert, si je dis pas de bêtises, c'est celui qui est le moins cher. Alors évidemment, quand t'arrives dans des grandes périodes comme Noël, tout ça, tu risques de pas trouver ce genre de promotion. Mais hors saison, janvier, février par exemple, tu peux trouver des tarifs très intéressants pour le parc. Tout ce qui est au niveau de la consommation, donc pour manger, tu peux, avec un budget, on va dire, entre 15 et 20 euros, trouver un fast-food qui est l'équivalent de ce que tu peux avoir partout, à l'extérieur du parc. Moi, je dirais, le plus simple aussi, c'est de potentiellement anticiper d'aller manger soit plus tôt, soit plus tard, en dehors des horaires où les gens mangent, donc c'est-à-dire éviter midi, quoi, histoire qu'il n'y ait pas 300 000 personnes qui attendent pour manger un burger. Mais oui, si tu peux essayer de limiter ta consommation et ta dépense sur la journée si tu gères bien et que tu anticipes ta venue. Ouais. Alors justement, tu le disais, beaucoup de monde pour manger, beaucoup de monde dans le parc aussi. En général, ouais. Comment on fait? C'est quel moment de l'année où on peut venir, où il y a pas trop de monde, on va dire? Comme je disais tout à l'heure, hors saison, je pense que janvier, février, c'est peut-être un peu plus calme. Alors, il faut prendre en compte que si tu viens avec ta famille et que tu veux voir, par exemple, tout ce qui est spectacle de Noël, tout ça, évidemment, tu vas vouloir venir pendant les vacances, pendant la magie. Pendant la foule. Exactement. Pendant les jours fériés, pendant les week-ends. Donc, du coup, évidemment, tu auras toujours un peu plus de monde à ce moment-là, mais tu auras une offre qui sera différente que celle que tu pourras avoir en début d'année, par exemple. Par contre, je pense que le mieux, c'est, imaginons que tu es un groupe d'adolescents, tu veux venir juste faire des gros coasters, des choses comme ça, vraiment t'amuser, attraction, pas de spectacle. Dans ce cas-là, si tu as un petit budget, que tu es une bande de potes, le début de l'année, ou les périodes froides, ou les périodes où il fait pas mal de pluie, et en semaine. Quand tu dis pas trop d'attente aux attractions, c'est combien de temps?
Ouais, ça dépend ce que tu veux faire comme attraction. En fait, si tu sélectionnes, imaginons que tu veuilles faire des coasters, comme je disais tout à l'heure, bah tu peux tomber sur du 15-20 minutes sur. Oh, ça va. Oui, non, c'est plus que raisonnable. Franchement, c'est plus que raisonnable. J'ai déjà attendu 100 minutes à une attraction à Disney. Ouais, Ouais, c'est normal. 100 minutes, c'est pas mal. On dit victime de son succès. Et le monde de Nemo, typiquement, ça peut être combien de temps Je sais pas. Je pense que le plus rapide que j'ai pu voir, ça doit être soit entre 20 et 30 minutes grand max. Ah ouais, parce que d'habitude, c'est quoi? C'est du 70 minutes en journée, des trucs comme ça. C'est un certain temps. Le monde de Nemo, juste pour mettre... Attends, mais juste, on peut pas attendre moins de 20 minutes. Ça n'arrive jamais? Bon, il y a certainement des moments dans l'année où oui, tu peux attendre moins de 20 minutes, mais là, je te donne à peu près une moyenne, quoi, on va dire. D'ailleurs, l'attraction Le Monde de Nemo, qui est donc dans le parc Disneyland Studio, oui, qui est l'attraction la plus traître du monde. À savoir que tu arrives devant, tu dis ok, bon, c'est tout mignon, machin, c'est le monde de Nemo, ça va être sympa. Ouais. Pas du tout, vraiment pas du tout. En fait, il y a un petit repère qui est super intéressant, c'est à l'entrée de l'attraction, si tu regardes sur la gauche, t'as une petite figurine d'une tortue qui est en train de tourner dans tous les sens. Et en fait, c'est exactement ce que tu vas faire dans l'attraction. Oui, enfin ça, faut le savoir. Sauf que personne le voit. Faut le savoir que ça représente l'attraction, ça. Clairement. On voulait absolument parler avec toi, Mike, de l'ouverture du nouveau parc, la nouvelle partie du parc sur la Reine des Neiges. Oui. Alors ça sera, si je dis pas de bêtises, côté Disneyland Studio. C'est ça, ouais. Un petit peu plus loin que Disneyland Studio. C'est le prolongement du parc. Exactement, c'est ça, c'est un prolongement du parc, ouais. Est-ce que ce sera le même parc? Moi, c'est ça que je voulais savoir, ou c'est un parc à part? Non, ce sera le même parc. Ça fait partie des Walt Disney Studios. Ah, ok. Donc, à l'instar de ce qui a été fait pour l'Avengers Campus, finalement. Exactement, ouais, en gros, c'est un prolongement. Il va avoir un agrandissement, ça va popper. Alors, je sais qu'on peut pas dire trop de choses. Je peux pas dire trop de choses. Mais j'imagine que ça va être immense. J'ai cru voir des articles passer sur internet comme quoi ça va être très très grand. Je pense que ça va être impressionnant, ouais. Il y a un lac. Il y a un lac. Ça, on peut le dire. Ça, on peut le dire. Il y a un château. Il y a un château. Château de la Reine des Neiges. On peut pas le dire. Ah, on peut pas le dire. Oui. Bon, écoute, ça semble un petit peu évident quand même. En vrai, je crois qu'on voit les travaux. Alors, peut-être que tu pourras pas me confirmer, mais de ce que j'ai compris, dans Walt Disney Studio, t'as une espèce d'attraction à côté de la tour de la terreur des parachutes. Ouais. Et quand t'es en haut des parachutes, tu vois les travaux qui ont commencé. Ouais, si t'as des bons yeux, c'est moi qui l'ai dit. Et je vais vous faire une petite confidence aussi. Les travaux en ce moment, ils sont fermés par des palissades en bois, c'est ça, hein? Ouais. Si je dis pas de bêtises. J'ai voulu voir, tu sais, par les interstices en bois, à quoi ça allait ressembler. Bon, c'est vraiment au stade de travaux en ce moment, donc vraiment. Ouais, en fait, il y a vraiment pas grand chose. Il y a pas d'intérêt à essayer de regarder. Le mieux, ce sera quand ce sera ouvert, ce sera super magique. Avant, il y a pas d'intérêt. Et là, je suis trop pressé aussi de retourner à Disney pour aller faire le nouveau Avengers Campus qui vient d'ouvrir côté, pareil, un Disney Studio. Alors, qu'est-ce qu'on peut retrouver là-bas? Moi, je sais pas du tout, j'y suis jamais là encore. Ok, bah t'as deux nouvelles attractions. Okay. Web, qui est une attraction. En gros, tu es pour simplifier, t'es dans une cabine qui bouge un petit peu, qui se déplace, un peu comme si t'avais fait Ratatouille, déjà. Okay. Ouais. Donc, si tu es dans le noir, t'as une cabine avec des lunettes aussi qui te permettent de voir des effets de relief. Et t'as des capteurs tout autour de la machine où tu te situes qui te permettent, en faisant le signe connu de Spider-Man, là, plier ses doigts, de tirer sur des cibles, des robots, okay. des Spider-Bots, des petites araignées qui t'attaquent parce que selon l'histoire, en gros, elles se démultiplient à un niveau exponentiel et du coup, il faut aider Spider-Man à arrêter cette invasion. Ça me fait un petit peu penser à l'attraction sur Buzz l'éclair aussi, où tu te déplaces dans une espèce de petite navette, faut que tu tires sur des cibles. Ouais, là, avec plus d'effets, de ce que je comprends, t'as des trucs 3D et puis tu lances comme des toiles d'araignée. Et si je dis pas de bêtises, il y a aussi une attraction. Alors, ils ont refait Rock'n'Roller Coaster sur Iron Man, c'est ça? Flight Force, ouais, exactement. À savoir que Rock'n'Roller Coaster, c'était l'attraction avec le plus de sensations de toutes les attractions Disneyland Paris. C'est toujours la même chose pour Flight Force, hein, pas de changement et tout. Ben, t'as des changements au niveau du thème. Par contre, alors vraiment, il faut rentrer dans le bâtiment de Friday qui est magnifique, vraiment, qui est réellement magnifique. La file d'attente, tout ça a changé. L'attraction en elle-même, donc je parle du ride, le ride en lui-même n'a pas changé. Par contre, tout le thème, c'est une rethématisation globale en fait. Il y avait un truc trop bien aussi avant dans cette attraction-là, c'est que tu avais des grosses enceintes qui mettaient du Iron Maiden, je crois, non? Non, Aerosmith. Aerosmith pour n'importe quoi. Ah oui, le thème de l'attraction. Il y a toujours de la musique à fond pendant l'attraction. Alors t'as toujours les enceintes, par contre t'as plus la musique, t'as plus de métal ou de rock. Maintenant c'est en gros tu as l'histoire qui continue le temps de ton périple, on va dire, et qui t'explique ce qui se passe. Mike, je pense que c'est le moment d'ouvrir la rubrique de cette émission qu'on va appeler la rubrique fourre-tout, c'est-à-dire des questions qui n'ont aucun rapport les unes entre les autres. Mike du compte Instagram Les Secrets de M qui connaît absolument tous les secrets de Disneyland Paris. Alors on démarre avec cette question. J'ai un jour dans le parc à Disney ou Disney Studio
Ou peut-être même les deux. J'ai pas allumé ton micro. Ok, c'est mieux. Qu'est-ce que je dois absolument faire comme attraction? Tout dépend. Là, on parle de toi. On parle de quelqu'un qui adore faire les manèges dans tous les sens et ceux qui sont un peu plus soft avec des enfants. Ok, donc 2 catégories. Si tu veux vraiment partir en famille et voir tout ce qui est spectacle, imaginons que tu as des enfants en bas âge et qui vont jusqu'à, on va les dire, 10 ans par exemple. Ok. Fantasyland, je pense que c'est le bon démarrage, même s'il va y avoir beaucoup de monde parce qu'évidemment les familles viennent très tôt parce que les enfants en tiennent moins dans la journée, ce qui est logique. Rappelle-nous, Fantasyland, c'est quelle partie du parc ça? Les châteaux. Après le château, effectivement, c'est ça. D'accord. Là où il y a Peter Pan, Pinocchio, exactement. etc. Ok. Ouais. Toute cette partie-là, tu peux le faire parce que globalement, les attractions sont faites pour les enfants, avec une petite exception pour la Blanche-Neige et les 7 nains. Alors oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est marrant que t'en parles. Ah ouais, alors cette attraction-là, on l'a fait beaucoup avec nos guests, nos invités. Quelques parties de cette attraction peuvent potentiellement faire peur aux plus jeunes. Alors c'est marrant parce que je la connais pas du tout, moi, cette attraction, je vois même pas où elle est. Je crois que t'es assez grande, t'auras pas peur. Okay. Je me permets de rebondir dessus parce qu'en fait j'y suis allé à Disneyland un jour quand j'étais très petit avec mes parents et j'ai un très net souvenir de cette attraction qui m'avait fait très peur. Il y a une partie en fait où tu passes avec un wagon dans une espèce de forêt. C'est ce passage-là une qui fait forêt hantée. Mais qu'est-ce que j'ai eu peur quand j'étais tout petit. Ah mais il y a des gens qui crient ou non, du tout. Bon, nous à notre âge, pas du tout, ça va pas du tout nous faire peur. C'est juste qu'en fait, ça peut être impressionnant pour les gamins parce que t'as vraiment des arbres hantés, machin, qui tombent, c'est un peu dans le noir, avec des gros yeux. Bah, c'est comme une forêt dans le noir la nuit, donc ça peut être un peu flippant. Mais ça reste pas mal à faire en famille. Bon, tout dépend. En fait, je pense que tu dois prendre un peu la température, on va dire, avec les enfants. Si tu vois qu'ils sont assez ok de voir un peu d'horreur. Je mets des grosses guillemets à horreur. Mais du coup, s'ils ont pas vraiment peur, tu peux les envoyer dans Blanche-Neige et les 7 nains. Mais si tu vois qu'ils sont un peu plus craintifs, évidemment, mieux vaut éviter. Moi, je pense que c'est le genre d'attraction que je conseillerais pas avant au moins 6 ans. Si tes enfants ont encore un peu d'énergie, bah tu peux faire un tour sur les studios. Il y a quelques attractions qui sont faites pour eux aussi, qui sont intéressantes. Tu peux faire Ratatouille par exemple, pareil, avec aussi une petite retenue si les enfants ont un peu peur du noir, tout ça, mais c'est une attraction qui passe généralement bien. Et par contre, si on prend tout à fait l'inverse, un groupe d'adolescents ou des jeunes adultes ou des adultes qui veulent vraiment faire de l'attraction pure et dure, bah du coup parc principal Space Mountain, alors Big Thunder Mountain que tout le monde appelle le train de la mine. Ouais. Voilà. Qui fait énormément de bruit d'ailleurs. Qui fait pas mal de bruit. Ouais. Bon après c'est censé être un train un peu fou de mine, hein, donc c'est un peu le but. Mais donc tu peux faire le train de la mine, partir sur les studios. Sur les studios il y a des attractions comme la Tour de la Terreur qui sont incroyables, que ce soit au niveau sensation ou au niveau storytelling. L'histoire est géniale. Ouais. Et après t'as RC Racer, c'est la voiture en half-pipe là qui fait des allers-retours. Oui, qui fait aller-retour un peu comme un bateau pirate. Ouais, plus ou moins. Ouais. C'est encore la seule attraction aujourd'hui, malgré qu'on ait fait, je sais pas, 300 millions de fois chaque attraction, qui me fait encore de l'effet, réellement. Ça c'est fou. Et alors, parce qu'il y a quand même pas mal de temps d'attente à Disney, stratégiquement, si j'ai envie de faire le plus d'attractions possible sur une journée avec les temps d'attente qu'on connaît, il faut que je fasse quoi? Comment je fais? C'est quoi ton plan d'action? Moi, je partirais sur le fait dès le matin, la majorité des gens s'imaginent que partir sur les studios et passer la moitié de la journée, c'est un bon plan parce que le parc est plus petit, parce qu'ils auront plus de temps l'après-midi, tout ça. Tout le monde pense comme ça. Donc, je dirais, commencer par le parc principal, c'est mieux que de commencer par les studios. Ensuite, quand tu vas dans un land, tu sélectionnes où tu veux aller. Si tu veux aller faire Discoveryland et que tu as envie de faire Space Mountain, Buzz, Star Tours par exemple, et ben du coup tu vas dans ce land et t'y restes. Même si t'as 1 heure d'attente sur une attraction, parce qu'en fait, je pense que les gens perdent plus de temps à partir de, comme par exemple Space Mountain, à changer de parc, aller sur Ratatouille par exemple, et revenir plus tard sur le train de la mine, tout ça. Tu perds plus de temps à te balader dans le parc que si tu restes stratégique et que t'attends un petit peu plus longtemps, quoi. Tu fais bien de le dire parce que moi c'est typiquement le genre de truc que je fais, à savoir je vais d'un bout à l'autre du parc, je perds du temps. Bah ouais, en plus de ça t'es claqué à la fin de la journée. Bien sûr. Donc par zone géographique, on fait tout par zone géographique et on épuise le truc comme ça. Pour moi en tout cas, l'ayant pratiqué plusieurs fois, je pense que c'est ce qui est le plus rentable dans ta journée en tout cas. Et puis alors la question qui est la question débat que je me pose depuis je sais pas combien d'années avec mes parents, avec mes potes. Tu veux avoir le plus de sensations dans un manège, tu te mets tout à l'avant ou tout à l'arrière? Alors ça dépend l'attraction. Comment ça dépend l'attraction? Ça dépend ce que tu veux faire. Alors imaginons, pour moi, je dirais que la majorité du temps, si tu te mets à l'arrière des attractions rapides, des coasters, t'auras un peu plus de sensations parce qu'évidemment, comme c'est
une sorte d'énergie, disons que tu as une poussée, et ben tu prendras toujours plus de vitesse à l'arrière qu'à l'avant. Mais par exemple dans Flight Force, Flight Force, c'est lequel, celui-ci? L'attraction de campus que je disais tout à l'heure. Le roller coaster avant. Voilà, l'ancien Aerosmith. Eh ben je te dirais mets-toi à l'avant, non pas pour les sensations, mais je pense que tu as plus la possibilité de voir tout ce qu'il y a autour de toi, donc tout ce qui est décor, tout ça. Ouais. Donc je te dirais une fois pour les sensations à l'arrière, une fois à l'avant pour le thème et la magie. Et ceux qui ont un peu peur, c'est au milieu. C'est vous sortez et vous allez faire It's a Small World à la Maison des Poupées, c'est très très bien. D'ailleurs, la Maison des Poupées, ça a réouvert ou pas encore? Pas encore. Alors j'ai pas la date de la réouverture, mais c'est pas encore là. Ok. Chaque nuit, on écoute ensemble les meilleurs titres du moment sur 8FM. La nuit, c'est le moment sur 8FM où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir. On a rencontré l'acteur Malik Bentala à l'occasion de la sortie du film Sonic 2 au cinéma. Malik Bentala qui faisait la voix justement de Sonic. On lui a demandé justement comment ça se passait un doublage, parce que peu de gens savent exactement comment ça se passe le doublage d'une voix. Typiquement sur Sonic, je suis arrivé, j'avais une coach vocale qui s'appelle Barbara, que j'embrasse, qui a été d'une utilité formidable, et on regarde scène par scène. Et à la fin de chaque scène, on débrief, on se dit comment tu vois le truc. Moi, je pense que Sonic ressent ça. On débat, on se met d'accord sur les intentions de jeu. Et une fois qu'on est d'accord sur les intentions, on fait la scène et on se reprend plusieurs fois jusqu'à trouver le bon ton. Et c'est généralement assez bluffant parce que dès qu'on a une bonne prise, que ce soit l'ingé son, que ce soit la coach vocale, tout le monde est assez unanime là-dessus. Donc c'est beaucoup de travail. On a beaucoup repris, on s'est pris la tête, on a beaucoup réfléchi sur la direction à donner à ce petit hérisson bleu et on est assez heureux du résultat, oui. J'imagine que le plus gros du travail a été fait sur le premier film Sonic pour trouver justement la voix. Et justement là, donc c'est le deuxième film. Est-ce que c'est plus facile de retrouver un copain qu'on connaît déjà, ou au contraire c'est compliqué parce qu'on essaye de le réinventer? Ah non, c'est beaucoup plus pour moi ça a été beaucoup plus simple de le retrouver, parce que sur le premier volet je me prenais la chose en pleine face en fait. Je découvrais, il était quasiment tous les plans, il était speed, donc il fallait que j'appréhende un petit peu, enfin j'appréhendais vachement, et il a fallu que je me mette dans les chaussons de Sonic, alors que là il était inconsciemment, il était déjà un peu en moi, et le fait de donner la réplique à Tails, à Knuckles, ça permet de moins se sentir seul, de moins être sur des rails, donc ça a apporté un côté un peu choral qui m'a fait du bien, qui m'a stimulé, qui m'a redonné un peu d'énergie, et ça a été je me suis vraiment éclaté sur ce deuxième volet, ouais. Justement, vous parliez de Tails, de Knuckles qui ont chacun un peu leur propre pouvoir en sorte. Si vous, Malik Bentala, vous deviez avoir qu'un seul pouvoir, ce serait lequel? Alors si j'avais un seul pouvoir, ce serait peut-être, je dirais, la téléportation. Ah oui. Oui, à cause d'Anne Hidalgo. Parce qu'on en a marre. On en a marre. Les travaux, à un moment donné, il faut s'arrêter et kiffer. Le concept des travaux, c'est on fait des travaux et on s'arrête, on dit ah putain c'est mieux que ce qu'il y avait avant. On voit pas là, il n'y a pas le résultat final. Il y a des travaux depuis 7 ans. Donc pour éviter d'être dans les embouteillages et de se bagarrer avec des cyclistes et des trottinettistes, téléportation, maison, direct. Je pense qu'on serait plusieurs à prendre ce pouvoir-là. Ah, voyager dans le futur aussi. Il faudrait que je rencontre Doc faudrait que je rencontre Doc avec sa DeLorean, ouais. À un moment, Sonic, il explique qu'être bizarre, différent, c'est pas si mal que ça. Au final, c'est presque même son super pouvoir. Vous, Malik Bentala, qu'est-ce qui vous rendrait spécial un peu de la même manière? C'est dur à dire. C'est dur d'avoir un regard sur soi, mais la spécificité, enfin en tout cas avec du recul et je dirais que c'est peut-être l'humour. C'est l'humour qui m'a permis de dédramatiser beaucoup de situations dans ma vie, ou de me faire remarquer, ou c'est l'humour qui a un peu changé ma vie quelque part. Donc je dirais que c'est le fait d'avoir eu cette éducation pleine de bienveillance et de légèreté, et de ne pas paniquer, et de prendre les choses à la légère, un peu à la Balou, quoi. Il en faut peu pour être heureux, ou à la Winnie l'ourson, quoi. C'est cool. Faut toujours voir le positif, même si c'est pas évident, encore plus dans la situation qu'on traverse, mais je dirais que oui, l'humour. Et pour en revenir à Sonic, c'est ce qui m'a beaucoup plu dans ce deuxième volet, c'est tous les messages
les messages un petit peu implicites qu'on peut découvrir à travers son rapport avec Knuckles notamment ou avec Tails, se dire que ensemble on peut aller plus loin. Et c'est ensemble que de toute manière on verra dans le film. Enfin, j'espère que les gens iront le voir, mais ensemble c'est beaucoup plus facile de vaincre et la différence parfois c'est une force. Enfin parfois, la plupart du temps, il faut pas voir sa différence comme une faiblesse, bien au contraire. C'est ce que vous disiez, et je pense que à travers ce Sonic 2, on a pas mal de petits messages subliminaux qui vont avoir de l'écho chez les plus jeunes, et c'est essentiel. Et puis il y a bien sûr le grand vilain, comme dans chaque film Sonic, qui est fait par Jim Carrey aux États-Unis. Vous, en termes d'humour, c'est quoi vos références? Dans l'humour, mes références, on parle de Jim Carrey, forcément. J'ai grandi avec Jim Carrey, que ce soit The Mask, Ace Ventura, puis plus tard, quand j'ai pu comprendre le Truman Show, même Andy Kaufman, Man on the Moon, tous ces trucs-là de Jim Carrey, c'est une légende, et pour moi, il est au panthéon des humoristes et des acteurs. Mais en France, voilà, si je devais vous citer des films, un de mes films de chevet que je revois sans cesse, c'est Mission Cléopâtre. Je trouve que ce film m'a mis une vraie claque, parce que il y en a pour tous les goûts. Je trouve que on peut très bien se souvenir des phrases de Jamel, de Dieudonné, de Édouard Baird, de tous ces gens qui étaient dans le film. Il y en avait vraiment pour tout le monde, et franchement, Mission Cléopâtre de Chabat, je dirais que c'est peut-être ce film-là qui m'a donné envie de poursuivre dans mon envie de devenir humoriste. Après, il y a eu aussi les années Canal, avec les grandes années Canal+, avec au départ de Coné Garcia, H, Eric et Ramzy. Par la suite, il y a eu les spectacles de Gad Elmaleh, tout ça. Donc voilà, moi je suis un enfant de cette génération, et tous ces talents. On parlait tout à l'heure, on parlait de la cité de la peur, les nuls, les inconnus. Voilà, ça a été un peu toutes ces références. Et si on se replonge quelques années en arrière, au moment où Et si on se replonge quelques années en arrière, au moment où on vous a proposé de devenir Sonic, ça a été quoi votre première réaction? Vous en avez pensé quoi? Ça a été incroyable, ça a été un rêve de gosse, parce que vraiment, un de mes premiers souvenirs de jeux vidéo, c'est Sonic sur Mega Drive. Je jouais à Sonic à fond, non-stop, et j'ai même pas réfléchi, j'ai dit oui tout de suite, parce que c'est vrai que la chance que j'ai dans ma vie, c'est de pouvoir faire ce métier, et si en plus de ça, on peut allier rêve, on peut checker dans la to-do list, faire la voix de Sonic, je le fais avec plaisir. Et c'est vrai que c'est ce qui me motive. C'est vraiment cet aspect-là qui me motive le plus dans ce métier. C'est pas faire des projets pour faire des projets, mais c'est faire des projets qui ont du sens. Et pour moi, Sonic, ça avait du sens. Et c'était dans la lignée de ce qui me faisait vibrer quand j'étais plus jeune. Et vous vous attendiez à ce qu'il y ait un 2, voire même un 3? Pas du tout, honnêtement. Moi, je m'attendais même pas à ce que ça marche autant, parce que pour moi, ça s'adressait à vraiment à un public d'avertis, parce que Sonic, ça parle à ma génération. Donc la vraie question, je me demandais, est-ce que les jeunes de la nouvelle génération vont se sentir à l'aise avec Sonic et représentés par ce film, et ça a été un carton monumental. Moi, je trouve que 2 millions d'entrées pour un film d'animation comme Sonic, c'est énorme, et j'espère que le public, qui est le maître à bord, qui décide de tout, j'espère que le public répondra présent pour le 2. Et petite question bonus, est-ce qu'il y a une autre voix d'un autre personnage que vous auriez aimé doubler d'un autre dessin animé, par exemple, qui a bercé votre enfance? Alors déjà, moi je suis un enfant du Club Dorothée, donc j'avais ma carte d'abonné, j'attendais mon nom au générique et tout, donc j'ai grandi avec le Club Dorothée. Et une voix que j'aurais aimé doubler, j'ai pas cette prétention, d'autant plus que je suis tellement fan et admiratif de Brigitte Lecordier, qui a doublé pas mal de personnages dans Dragon Ball Z, donc j'ai une vraie admiration pour Brigitte, que j'embrasse, et qui a bercé mon enfance, et que je remercie. Sur 8FM, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleurs reportages. Comme celui-ci. Au moment de la sortie du film Super-héros malgré lui au cinéma, on avait rencontré Élodie Fontan, l'actrice, et Philippe Lachaud, une comédie de Philippe Lachaud justement sur un comédien qui perd la mémoire après un accident et se prend vraiment pour un super-héros à son réveil. Alors après s'être essayé à Nicky Larson, on avait demandé à Philippe Lachaud si le héros et même les super-héros c'était son dada, ou si là c'était plus un prétexte pour le film. Non, c'est vraiment venu pour les besoins du film. C'est-à-dire qu'en fait, le sujet du film à la base, c'était pas les super-héros, c'était vraiment la perte de mémoire.
j'avais vu le film La mémoire dans la peau à l'époque avec Matt Damon qui date un peu maintenant, et je me suis dit, je suis sûr qu'il y a un sujet, enfin la perte de mémoire peut être traitée en comédie, je suis sûr. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée en fait de se dire, imaginons un acteur qui joue dans un film, qui perd la mémoire et qui va se prendre pour son personnage. Et c'est là qu'est venue l'idée de super-héros en se disant, ce serait complètement fou que le mec joue un espèce de Batman à la française, qui perd la mémoire et qui se prenne pour un justicier en fait. On trouvait ça fou et voilà. Donc c'est après que est venu du coup tout l'univers des super-héros en se disant à travers ça, on va pouvoir s'éclater à parodier, à truffer le film de référence. Dans Spider-Man, il y a cette fameuse réplique à grand pouvoir correspond de grandes responsabilités. Est-ce que justement en 2022, faire rire quand on est un champion du box-office comme vous, c'est aussi avoir de grandes responsabilités envers le public ? Oula, c'est très gentil. Cette réplique d'ailleurs, on voulait la détourner dans le film, on voulait dire pas de pouvoir implique aussi de grands emmerdes. Voilà. En tout cas, ça fait 2 mois là qu'on est en tournée, on va dans toute la France, on monte le film, donc on peut vraiment échanger avec les gens, et c'est vrai que ce qui ressort énormément, en fait, les gens nous remercient de leur apporter pendant 1h30 de la légèreté à leur quotidien, voilà, de la rigolade. On sent que les gens, plus que jamais, ont besoin de rire en ce moment et de penser à autre chose que toutes ces mauvaises nouvelles qu'on voit aux infos tous les jours. Donc si on peut servir à ça, tant mieux, et on en est fiers, parce que c'est vrai que ça fait du bien d'entendre les gens rire et penser à autre chose que tout ce qu'on voit à longueur de journée. Et est-ce que ça vous met une pression supplémentaire au moment où vous tournez, où vous écrivez, ou vous y pensez pas ? Non, c'est pas une pression. Enfin, nous, on a toujours fonctionné en écrivant ce qui nous faisait rire. Et voilà. Et ce qui est chouette, c'est que visiblement, ça fait pas rire que nous. Et tant mieux. Donc, non, on se met. Enfin, voilà. En tout cas, si on peut jouer nous ce rôle, si on peut servir à quelque chose plutôt dans cette période, tant mieux. Philippe Lachaud a l'habitude de faire jouer dans ses films des acteurs récurrents, dont Élodie Fontan, à tel point que chacun peut au final dire son mot sur le scénario. Et c'est seulement quand tout le monde est d'accord que le tournage commence. Ouais, en fait, nous on veut que ça fasse l'unanimité à chaque fois, c'est-à-dire que c'est quand tout le monde trouve le scénario bien qu'on y va. Et c'est pareil pour le film, le montage, qui est une nouvelle écriture du film. Il faut que tout le monde le trouve bien, réussi, pour qu'on dise allez, c'est bon, on part avec ça. C'est pour ça que on fait énormément lire le scénario, on montre énormément le film, voilà. Et là, même la bande-annonce, on a fait 90 versions de la bande-annonce. On la trouvait pas, c'était très très compliqué. Non, mais c'était très dur, la bande-annonce était très dure à trouver, parce que fallait raconter le film de façon drôle. Enfin, c'était, voilà. Donc, ouais. C'est vrai qu'avec vous, la famille du cinéma prend tout son sens, mais ce qu'on surnomme la bande à Fifi, c'est au final parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même et ceux qui nous ressemblent ? C'est un peu, ouais. En fait, nous, si on fait des films aujourd'hui, c'est parce que, clairement, on s'est servi, c'est-à-dire parce qu'on a écrit nos propres histoires. Parce qu'on n'arrivait pas à décrocher les rôles dans les castings. Quand on voulait faire du cinéma, on dit non, vous avez. Enfin, donc c'est vraiment. Et pour en avoir parlé avec Gérard Jugnot à un moment, eux c'était pareil. À l'époque du Splendide, ils s'écrivaient leurs rôles parce que, en fait, il y a tellement de comédiens, il y a tellement d'actrices que forcément avec des castings pour être pris à chaque fois c'est très compliqué. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent. Tu dépends aussi vachement de la vision d'un réalisateur. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on s'écrit nos propres rôles, et du coup, comme on écrit pour nous, effectivement, on en profite pour se faire plaisir sur des trucs qu'on aime bien jouer. Le film Super-héros malgré lui parle d'un comédien un peu raté qui galère. Est-ce que justement vous pouvez nous parler de vos débuts à vous dans le cinéma ? Et ce qui est intéressant avec Élodie, c'est qu'on est liés par la même date, c'est-à-dire qu'il y a un peu la même date qui a changé nos carrières à tous les deux, c'est-à-dire que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu et Baby Sting étaient sortis le même jour, le 16 avril 2014. Et en fait, moi c'était mon premier film. Avant, j'avais jamais fait de film, j'y arrivais pas, je décrochais pas de rôle, il se passait rien. Pour Élodie, elle tournait déjà pas mal à la télé, mais elle n'avait pas percé encore au cinéma. Et cette date, la sortie de ces 2 films, clairement, a changé nos vies en fait et nos carrières. Donc c'est intéressant. Moi depuis très jeune, mais vraiment très très jeune, je dis à mes parents que je veux faire du cinéma. En voyant les films de Francis Weber et Pierre Richard, je voyais mes parents se marrer. Je leur ai dit je veux faire ça dans ma vie. Sauf que mes parents connaissaient personne dans le cinéma.
J'ai pas eu la chance comme Elodie de commencer très jeune. Moi, j'y arrivais pas. Je passais des castings, des fois même, je décrochais des rôles, mais j'étais coupé au montage. C'est ce qui m'est arrivé dans Star 80. J'avais 2 jours de tournage. C'était la première fois que je décrochais un rôle au cinéma. J'étais comme un fou, sauf que j'étais coupé au montage et j'étais pas au courant. Donc j'ai emmené toute ma famille au cinéma pour m'apercevoir que je suis pas dans le film. Donc c'était très dur, très dur. Voilà, plein de moments de doute, plein de moments où on veut arrêter ou quoi. On est passé par la télévision en disant ça va nous servir de tremplin. Et voilà, et après, à force de persévérance, de chance et de travail, ça finit par fonctionner. Je suis une intelligence artificielle et je suis toujours avec vous chaque nuit sur 8FM pour écouter votre musique préférée. Je suis dépassé par le temps.